Notre prochain intervenant va sûrement avoir un avis sur la question. Il s'agit du commissaire Pierre-Jean Grubis, chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle, et qui donc il va en même temps, il pourra répondre à une question. Il m'a fait passer un petit papier d'un de nos participants là, qui pose la question suivante: les relations particulières et spécifiques entre policiers et truands durant les années 70 vous paraissent-elles continuer de nos jours? Alors vous pourrez peut-être aussi en même temps répondre à cette question, Monsieur Grubis. Pierre-Jean Grubis, qui a 20 ans à la criminelle. Oui, mesdames et messieurs, le micro marche. Écoutez, c'est vraiment très très difficile pour moi parce que là, je passe après les tontons flingueurs. Parce que vraiment, et dans mon esprit, c'est un compliment. Alors, avant de commencer mon propos, je vais brièvement rebondir sur ce qu'a dit Gilbert Thiel. Faut-il rattacher la police judiciaire à la justice ? Personnellement, mon avis de policier, c'est qu'il ne faut surtout pas rattacher la police judiciaire à la justice. Par contre, si la police judiciaire devait être dirigée par des magistrats de la qualité de ceux que vous avez aujourd'hui devant vous, je dirais oui. Alors, avant de commencer, je voulais également remercier les organisateurs de ce festival qui ont fait preuve de beaucoup d'esprit d'à propos, parce qu'on m'a attribué la chambre numéro 22 à l'hôtel. Vraiment, tout est... Rien n'est laissé au hasard. Donc, Bon, je vais essayer de ne pas être trop terne dans mon propos. Je ne suis pas un grand orateur, vous allez vous en rendre compte, mais je vais essayer d'être digne de l'honneur qui m'est fait, d'incarner le révérence gardée envers le célèbre policier, d'incarner le Maigret de 2007. Le 36 quai des Orfèvres risque de déménager, et dans les locaux du quai des Orfèvres, on ne fume plus la pipe. Alors je suis moi-même fumeur de pipe, mais depuis quelques mois, il est interdit de fumer. Il n'y a guère plus que les gens que nous avons en garde à vue que nous laissons de temps en temps fumer, parce que c'est de nature à libérer, à permettre certaines confidences. Bon, je me présente brièvement. J'ai effectivement 20 ans de brigade criminelle. Je suis arrivé en 86 à la brigade criminelle. J'étais jeune inspecteur et je suis arrivé dans un service qui est, disons-le, n'ayons pas peur des mots, qui est le meilleur service de police judiciaire de France. D'abord, on ne dit pas la brigade criminelle de Paris, on dit la brigade criminelle, parce que tout le monde, a priori, connaît la brigade criminelle du quai des Orfèvres. Donc ça fait 20 ans que j'ai l'honneur d'y appartenir. Je suis arrivé comme ce qu'on appelait à l'époque 6e de groupe. Alors le 6e de groupe, les groupes d'enquête étaient formés de 6 enquêteurs plus un procédurier. Je vous expliquerai en gros de quoi il s'agit. Et le 6e, c'est le petit jeune qui vient d'arriver et là je crois qu'on va trouver effectivement un parallèle avec les bouquins de Simon. C'est celui qui va chercher les bières et les sandwichs, notamment, pendant les enquêtes. Donc, j'ai été formé un peu comme ça, et à l'époque, il faut bien reconnaître... Bon, c'est pas l'époque qui a été décrite tout à l'heure, mais c'était quand même pas mal archaïque. Je n'ai jamais connu de GGN, elle ne pouvait pas fonctionner. De toute façon, il y a 20 ans, on était en 110 volts. Donc il fallait faire un skater, faire marcher comme ça se voit. Donc, je vous explique. La brigade criminelle, c'est un service de police judiciaire qui a une âme, qui a des traditions, qui est plus que centenaire. C'est, à l'heure actuelle, vite fait quelques chiffres pour ne pas vous assommer, c'est 108 policiers qui sont répartis en 15 groupes d'enquête, et donc en 4 sections. Vous avez 3 sections qui s'occupent de droit commun, c'est-à-dire des crimes de sang, des homicides volontaires essentiellement, et la brigade criminelle a la particularité d'avoir une section antiterroriste qui s'occupe donc de toutes les saisines d'attentats sur Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Donc je suis le chef de cette section antiterroriste dans laquelle j'ai commencé il y a 20 ans. Mais je suis passé, comme la brigade criminelle est une et indivisible, je suis passé également en droit commun, où j'ai été procédurier, où j'ai été enquêteur dans des groupes de droit commun. Donc j'ai une vision à peu près globale
de nos activités. C'est un service où on ne passe effectivement pas impunément. C'est un service où on côtoie, on remue, on brasse la patte humaine en permanence et on s'occupe des affaires les plus graves, des affaires les plus médiatiques, des affaires où il y a énormément de pression. On côtoie vraiment la détresse humaine. Donc on est très marqué par notre métier. Il n'y a pas un policier de la brigade criminelle qui ne rentre pas chez lui avec le souvenir très présent des affaires auxquelles il a participé. C'est pour ça que si je devais dresser un portrait de l'enquêteur type de la brigade criminelle, c'est un policier qui est expérimenté, qui a surtout une vie de famille très équilibrée, parce que ça permet quand même d'évacuer un peu tout ce qu'on voit dans la journée. C'est quelqu'un qui est accrocheur, qui a vraiment l'amour de l'enquête, et c'est quelqu'un qui se nourrit et qui progresse, qui se nourrit de ses réussites comme de ses échecs. Parce que bien entendu, nous traitons les affaires les plus complexes et nous ne résolvons pas toutes les affaires, malheureusement. C'est quelqu'un qui reste très humble, qui n'a pas de certitude, qui enquête, qui a une probité et qui essaye d'enquêter totalement à charge et à décharge, et puis qui reste au cours de sa vie, qui reste bien sûr marqué par certaines affaires particulières. Donc 108 policiers, il y a à peu près, ce qu'il faut savoir, c'est que le ressort de compétences, donc c'est Paris et les 3 départements de la Petite Couronne, vous avez à peu près par an 200 homicides volontaires sur ce ressort. La brigade criminelle elle-même a traité l'année dernière 44 de ces homicides volontaires, puisque nous prenons, homicide volontaire c'est donc au sens large, nous prenons les affaires les plus compliquées, celles où en tout cas au départ il n'y a aucun élément pour orienter l'enquête. Nous avons traité également 200 enquêtes sur commission rogatoire, une centaine de missions dans toute la France, et puis nous exécutons aussi des commissions rogatoires internationales dans le monde entier. Donc nous avons fait une trentaine de missions dans le monde entier l'année dernière. Les affaires que prend la brigade criminelle sont de plusieurs types. Vous avez la section antiterroriste, donc qui prend les attentats sur Paris, les 3 départements de la Petite Couronne. Vous avez, qui traite également les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, les menaces de tous ordres aussi, des espèces d'affaires réservées, des menaces de tous ordres envers des personnalités, et puis également tout ce qui est homicide volontaire de ressortissants français à l'étranger. On prend énormément d'affaires, puisque le parquet de Paris est compétent pour tous les meurtres de Français à l'étranger. Et les sections de droit commun, elles, prennent essentiellement les homicides volontaires compliqués, et puis les affaires d'enlèvement et de séquestration. Ce service, alors, il a eu toujours, il faut le dire, comme patron, d'excellents policiers. En général, le chef de la brigade criminelle fait vraiment partie de la fine fleur de la police judiciaire. Alors, moi, j'ai connu notamment 2 très grands patrons, qui sont Martine Monteil et Frédéric Pechnard, qui vient d'être nommé directeur général de la police nationale, et qui sont vraiment des gens à forte personnalité, des gens qui ont marqué le service. Martine Monteil a eu du mérite, puisqu'elle s'est trouvée être la première femme patronne de la brigade criminelle, ce qui était un sacré honneur, une sacrée preuve de confiance, et elle a dû s'imposer. Elle s'est d'ailleurs très vite imposée. Mais quand elle est arrivée, bien sûr, c'était la première fois qu'une femme devenait patronne de la brigade criminelle. Ça n'a pas été sans réflexion machiste, surtout à l'époque. Et les vieux chefs de groupe de la brigade criminelle, ça reste entre nous, mais pendant quelques mois, ne m'ont appelé que par ce surnom, la dame qui est dans le bureau du patron. Voilà. Ça n'a duré que quelques mois. On a très vite compris que c'était vraiment elle le patron, à plusieurs occasions. Son successeur a été Frédéric Pechnard. Frédéric Pechnard, c'est un des plus brillants d'entre nous. C'est vraiment un grand policier. C'est quelqu'un qui a une vision globale de ce qu'est la police. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une manière d'être, une manière d'agir qui est particulièrement remarquable et qui prend énormément, on parlait tout à l'heure de policiers, de responsables de police qui n'assumaient pas leurs responsabilités. C'est quelqu'un qui a toujours assumé ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a fait face, notamment, il y a quelques années, en 2002, lors de l'affaire de la tuerie de Nanterre. Il a fait face à la défenestration, au suicide de l'auteur, de Richard Durne.
Et bon, j'étais présent lorsque Richard Durn s'est précipité par la fenêtre, et j'étais donc avec Frédéric Pechnard en bas dans la cour du Quai des Orfèvres, en train de contempler sa dépouille mortelle, et Frédéric Pechnard nous a dit, bon, écoutez, je saute, hein. Mais il s'est adressé aux deux enquêteurs qui étaient présents dans la pièce et qui malheureusement n'ont pas pu le retenir, en leur disant, de toute façon, vous n'aurez rien. J'assume tout. Et sur ces bonnes paroles, il a traversé le boulevard du Palais, il est allé voir le préfet de police et il lui a offert sa tête. Bon, il y a effectivement certains responsables policiers qui ont encore le sens des responsabilités. Voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. Bon, les affaires. Alors maintenant, la police, puisque le thème c'est Maigret en 2007. Alors Maigret en 2007, il n'est pas tout seul. Maigret en 2007, c'est donc un groupe d'enquête, ce qui est vraiment la cellule de base de la brigade criminelle. C'est donc 7 personnes et un procédurier. Comment se passe l'enquête criminelle? L'enquête criminelle, je ne vais pas vous abreuver avec des choses un peu trop techniques, mais il y a les fondamentaux qui n'ont absolument pas changé et qui, à mon avis, ne changeront jamais. Il y a d'abord, lorsque vous arrivez sur une scène de crime, il y a les constatations. Les constatations sont à la charge à la brigade criminelle d'un enquêteur bien particulier qui s'appelle le procédurier. Alors ce procédurier, c'est un enquêteur chevronné et qui est rompu aux techniques, notamment de prélèvement, aux techniques d'identité judiciaire. Et son principal souci est de protéger la scène de crime. C'est le principal souci de tout policier à la brigade criminelle d'ailleurs, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tout intervenant pollue une scène de crime. Alors, le substitut du procureur pollue la scène de crime, le commissaire pollue la scène de crime, les pompiers polluent, tous les intervenants polluent la scène de crime. Donc, son premier boulot, c'est, passez-moi l'expression, c'est de virer tout le monde de la pièce pour que cette scène de crime soit la moins polluée possible. Après, il se déguise en cosmonaute, hein, il met une combinaison, il met des surchaussures, des gants, une charlotte, puis il fait venir les techniciens d'identité judiciaire pour faire toutes sortes de prélèvements, bien entendu. Alors, on a parlé tout à l'heure des aveux les aveux sont-ils la reine des preuves? Ce qui est très très important maintenant, bien entendu, c'est tout ce qui est investigation technique et preuves scientifiques, qui sont bien sûr privilégiées maintenant, sachant que dans les fondamentaux restent les constatations, la perquisition au domicile de la victime, puisqu'il faut essayer de tout connaître de sa vie, il faut s'approprier sa vie, il faut connaître ses proches, il faut connaître bien entendu les gens qui étaient susceptibles de lui en vouloir, il faut faire toute une gamme de recherches, il faut mettre sa vie à nu pour pouvoir comprendre, pour pouvoir essayer bien entendu de démonter le mobile du crime, puisque généralement tout crime a un mobile, avec certaines exceptions, mais tout crime a un mobile. Le reste du groupe d'enquête s'occupe de l'enquête de voisinage. Alors l'enquête de voisinage à la brigade criminelle, c'est une enquête qui ne s'arrête que lorsqu'on a vu véritablement tous les gens du voisinage. Si les faits se sont passés dans des tours du 13e arrondissement, on fera l'ensemble des tours du 13e arrondissement, on reviendra aux heures des faits, on reviendra le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce qu'on ait vu tout le monde. Et cette enquête de voisinage permet souvent de recueillir des petits détails, des choses qui sont déterminantes sur les circonstances du crime. Parmi les techniques d'enquête qui sont, ma foi, qui sont pas nées d'aujourd'hui, vous avez toujours le recours aux informateurs, bien qu'à la brigade criminelle, nous ne soyons pas un service où il y ait énormément d'informateurs. On n'a pas affaire uniquement au milieu et aux truands. Mais on peut recueillir des confidences, et bien entendu, tout bon policier, et au hasard des saisines, quand nous prenons une saisine dans le milieu du grand banditisme, nous avons des collègues de la BRB qui, eux, ont bien entendu des informateurs dans le milieu, ou tout du moins dans ce qu'il en reste, puisque le milieu tel que l'a connu n'existe plus maintenant. Il n'y a pas véritablement un milieu, il y a plutôt une petite voyoucratie ultra-violente et opportuniste. Pour en revenir donc à l'aspect technique, vous avez l'ADN, bien entendu. Tout le monde ne parle que de l'ADN maintenant. Alors sans être trop précis, l'ADN c'est donc le code génétique de chaque individu. Vous avez deux sortes d'ADN.
C'est ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial qui se transmet que de la mère aux enfants et qui permet que de déterminer une fratrie. Vous avez l'ADN nucléaire qui est transmis moitié par la mère, moitié par le père, et qui lui est absolument unique. 2 personnes au monde n'ont pas le même ADN nucléaire, à l'exception des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux ont le même ADN. Par contre, et c'est toute l'importance des anciennes techniques, enfin des techniques qui datent maintenant, mais les 2 vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc ils auront la même empreinte, mais ils n'ont pas la même empreinte digitale. Ce qui permet quand même d'éviter certaines erreurs. Les aveux circonstanciés sont, restent et demeurent la reine des preuves en 2007. Les aveux, ce ne sont pas des aveux extorqués, ce sont des aveux qui sont recueillis quand on a mis quelqu'un en face de ses contradictions, c'est-à-dire quand on a fait en amont tout un travail préalable d'enquête scientifique et qu'on oppose aux propos de la personne toutes les preuves scientifiques qu'on a pu accumuler. C'est également un travail psychologique, parce qu'il faut que la personne ait aussi quelque part envie de se confier. Ce sont des gens qui ont commis des choses vraiment très graves, et ils ont besoin aussi de le dire quelque part. Donc, il n'y a pas de violence à la brigade criminelle en 2007. J'ai 20 ans de brigade criminelle, je n'ai jamais personnellement assisté à aucune scène de violence. Ça, que ce soit bien clair. Alors ça peut bien entendu, et je ne vais pas faire le candide, ça existait, ça existe peut-être encore dans d'autres services, mais la brigade criminelle, ce serait non seulement superflu, malvenu, mais ce serait même contre-productif, parce que vous pouvez, au contraire, quelqu'un qui a envie de parler, vous pouvez le bloquer définitivement en lui mettant une gifle, enfin bon, tout le monde comprendrait ça. Nos méthodes de travail ne sont pas celles-là. Nos méthodes de travail, c'est accumuler, alors ce qu'on dit en argot policier, c'est accumuler un certain nombre de billes, donc de preuves matérielles. On va vérifier l'emploi du temps des gens, on va vérifier les tas de choses. Et puis, quand vous avez la personne en face de vous, en garde à vue, vous commencez par l'écouter. Avant de lui poser des questions, vous commencez par l'écouter. La seule question que vous lui posez, c'est que vous lui faites raconter les choses. C'est ce qu'on appelle, donc en argot policier, on appelle ça généralement, la personne vous ment, va arranger les choses, on appelle ça un PV de chic. Donc on prend un beau PV de chic, et après on met la personne dans une deuxième audition qui est un petit peu plus offensive, on met la personne devant ses contradictions, et généralement, ça suffit à recueillir les aveux. Alors, ne croyez pas que les policiers se contentent de l'aveu. Le seul aveu valable, qui est la reine des preuves, c'est ce qu'on appelle l'aveu circonstancié. L'aveu circonstancié, quand vous avez l'assassin qui va vous dire, sur procès verbal, à quel endroit il a jeté l'arme du crime, bon, il ne peut pas l'avoir inventé, il ne peut pas l'avoir lu dans la presse, il peut pas. Après, il est quand même difficile devant une cour d'assises de revenir sur ce genre de détails. C'est en tout cas qu'il a au moins participé à l'action. Donc là, on touche vraiment à la vérité quand on obtient l'aveu circonstancié. Mais bien entendu, il ne faut pas s'en contenter. Donc l'enquête criminelle, c'est tout un tas de fils tissés pour arriver à la manifestation de cette vérité. Que vous dire d'autre? Bon, bien sûr, en 20 ans de brigade criminelle, j'ai eu la chance de participer de près, d'être au cœur de toutes les affaires les plus médiatiques, les plus célèbres, toutes celles qui ont défrayé la chronique. Donc, moi, quand j'ai commencé, en 86, c'était le démantèlement des pieds nickelés tragiques d'Action Directe. J'ai commencé à cette époque-là. C'était aussi l'arrestation de Max Frérot. Ça a été après la traque de Paulin et Mathurin, qui étaient donc des tueurs en série, des tueurs de vieilles dames. Ça a été l'affaire Lastenay, qui était aussi un serial killer, qui avait tué... il a vraisemblablement tué 5 ou 6 vieilles dames, mais on a pu l'accrocher en argot policier sur 4 assassinats. Ça, c'est une affaire qui m'a personnellement beaucoup marqué, puisque de toute ma carrière de policier, j'ai eu deux grands moments, vraiment 2 grands souvenirs. J'ai obtenu, je parlais des informateurs tout à l'heure, Lastenay s'est mis à tuer des vieilles dames pour bien entendu les dépouiller. Et on n'avait strictement aucun élément à la brigade criminelle. Il y avait 4 groupes qui étaient chargés de 4 homicides, et on n'avait aucun élément concret, on n'avait aucune idée de qui pouvait être l'auteur. Et lors d'une précédente affaire, où un jeune homme avait poignardé
à mort une jeune fille parce qu'il lui avait proposé, il l'avait attendu dans le hall de son immeuble et sous la menace d'une arme, il a voulu se faire une fellation. Et il a eu le malheur de refuser. Il l'a donc, avec un couteau japonais, il l'a donc massacré et il lui a donné plusieurs coups dans le ventre. Et quand elle s'est écroulée par terre, il lui a encore mis un coup de couteau dans le vagin. Et donc nous avons arrêté l'auteur, et il se trouvait que cet auteur était manifestement fou. Donc ce garçon que j'ai eu, moi j'étais procédurier à l'époque, j'ai eu en garde à vue, j'ai discuté avec lui, j'ai recueilli ses aveux, on lui a parlé avec le plus de sympathie et d'humanité possible et imaginable, alors que j'avais assisté à l'autopsie de cette jeune fille. Tout simplement parce qu'il était manifestement pas responsable de ses actes. À cette occasion, il était suivi par un éducateur, et cet éducateur a dû trouver, ma foi, qu'on s'était occupé humainement de ce garçon, qu'on n'avait pas passé à la GGN, etc. Donc, il a eu quelques temps après les confidences d'un petit délinquant qui sortait de prison, qui se prostituait dans Paris, et auquel Lastenay, qui était devenu son amant, a proposé un jour de venir faire un coup. Il lui a dit, on va aller chez une vieille dame, et puis on va la voler, et on se partagera le butin. Bon, il a dit ok. Arrivé en bas de chez la vieille dame, Lastenay lui a demandé d'attendre. Il lui a dit, tu attends, tu fais le guet, etc. Et quand il est redescendu, il avait la carte bleue de la vieille dame, l'argent, tout ça. Et là, il lui a avoué qu'en fait, les vieilles dames, ils ne faisaient pas que les dépouiller, mais qu'ils les étranglaient après. Donc ce petit délinquant prostitué a pris peur, et il s'en est ouvert auprès de la personne qui essayait de le tirer de son marasme, et qui était cet éducateur. Et à ce moment-là, cet éducateur s'est souvenu de la manière dont j'avais traité le mis en cause dans la précédente affaire. La manière humaine et normale dont il a été traité à la brigade criminelle. Et il m'a téléphoné dans la nuit, et donc grâce à ça, j'ai pu moi entendre ce petit délinquant, et le lendemain matin, on a pu arrêter et mettre un terme aux activités de Lastenay. Ceci pour dire que des fois, en étant tout simplement humain, on obtient des bien meilleurs résultats qu'en étant violent. Voilà. Et c'est donc un des meilleurs souvenirs de ma carrière de policier, puisqu'on rentre chez soi le soir en se disant que, ma foi, on a peut-être sauvé la vie d'un certain nombre de gens et mis un terme à une série qui ne faisait que commencer. J'ai connu également, j'ai participé à la traque de Guy Georges, qui est une affaire qui a laissé un peu aussi un goût amer à la brigade criminelle, parce que on pense qu'on aurait peut-être pu mettre un terme plus tôt et éviter certaines victimes. Mais bon, il est toujours facile après de refaire l'histoire. J'ai participé à une affaire qui m'a beaucoup marqué, l'affaire Jérôme Cantet, un petit garçon qui a été enlevé la veille de Noël à la Défense, qui a dit à sa maman, je vais aller t'acheter ton cadeau de Noël, et qui a été enlevé, qui est donc fort vraisemblablement, qui a été violé et tué, et qui doit être enterré quelque part. Et cette affaire nous a occupé 1 an avec mon groupe, on a mis vraiment tout fait, et on n'a jamais réussi à trouver quoi que ce soit. Et on était devenus tellement proches de la maman qui venait nous voir souvent que cette affaire, en fait, on y pense encore. On y pense encore. Ça fait 10 ans maintenant que Jérôme Cantet a disparu, on y pense encore. J'ai vécu les attentats de 95, notamment l'attentat de Saint-Michel, où j'étais dans le RER 5 minutes après l'explosion, où j'ai aidé les pompiers à tenir les perfusions, à ramasser des morceaux de membres, etc. Cette affaire aussi est particulièrement chère à mon cœur, puisque j'étais chef de groupe à l'époque à la section antiterroriste, et c'est nous qui, 5 ans après, avons réussi, et c'était la première fois que ça se produisait, avons réussi à obtenir les aveux de Smaïn Haït-Ali Belkacem, qui justement, au terme d'une enquête très très approfondie, a fini par avouer 5 ans après. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a repris, quand il y a eu les attentats de 95, la DNAT à l'époque avait fait un bon travail et avait permis l'arrestation des auteurs. Les auteurs avaient été donc mis en examen pour association de malfaiteurs, avaient pris le maximum de la peine qui était 10 ans.
Et on s'est aperçu au bout d'un certain nombre d'années qu'il n'était pas accroché, en argot policier, pas accroché, pour ce qui était donc les attentats de Saint-Michel et les attentats d'Orsay, enfin là où il y avait eu des morts. Donc on a demandé à la brigade criminelle de reprendre l'enquête. C'est-à-dire qu'on a repris 5 ans après tous les scellés qui avaient été faits à l'époque et on les a examinés, on a fait faire un certain nombre d'examens, on a pu décoder les carnets sur lesquels les auteurs avaient codé les repérages, avaient codé les achats de matériel qui leur avaient permis de confectionner les bombes. On a fait tout un travail vraiment de fourmi. Et à l'issue de ce travail, on a été extraire de prison le seul qui n'était pas mis en examen dans Saint-Michel, qui était Smaïn Aït Ali Belkacem. Et au bout de 24 heures de dénégation, on l'a mis effectivement face à ces contradictions et il a fini, et là aussi, par y venir et passer aux aveux complets. Alors comment on a déclenché ces aveux? Oui, on l'a mis face à ces contradictions, oui. Une fois de plus, on l'a traité humainement. C'était quelqu'un qui était baladé de maison d'arrêt en maison d'arrêt. Comme il était responsable des attentats, il bénéficiait en prison d'un traitement un petit peu dégradant, disons-le. Il prenait, quand c'était son tour d'aller à la douche, c'était quand il n'y avait plus d'eau chaude. Son repas lui était souvent servi par terre. Enfin, il était traité comme le dernier des derniers. Donc on s'est contenté, nous, de le traiter en être humain et puis en combattant. On lui a redonné un petit peu d'estime pour lui-même, si on peut parler d'estime. Ne croyez surtout pas qu'il y ait une empathie entre l'enquêteur, mais c'est notre rôle de créer un lien, donc on est obligé, bien entendu, d'avoir ce genre de relation avec des gens dont on ne ferait pas forcément des amis. Mais voilà. Et j'ai participé alors là, sur un ton plus léger à l'enquête consécutive à l'accident de la princesse Lady Diana, puisque cette enquête aussi a été confiée à la brigade criminelle, parce que la brigade criminelle reste en tout cas un gage de travail fait sérieusement. Mais le problème, c'est que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, ça a après donné des idées aux journalistes qui eux se sont dit « Ah, mais si on a confié ça à la brigade criminelle, c'est qu'il y a quelque chose de louche, c'est que c'est criminel. » Donc, je pense qu'on en parlera encore dans 25 ans, mais que je n'arriverai jamais à convaincre qui que ce soit, et bien que la princesse de Galles est morte tout bêtement parce que son chauffeur était bourré et roulait trop vite. C'est vrai que ça ne fait pas tellement... ça gâche un petit peu, ça fait pas tellement romantique, mais c'est pourtant la vérité. J'ai été également réveillé la nuit lorsque Richard Durn a tué les gens à Nanterre, à l'hôtel de ville de Nanterre. C'est un souvenir très pénible parce qu'il y avait quand même 7 personnes qui étaient dans un amphithéâtre, qui baignaient dans leur sang. Et puis, comme nous sommes arrivés assez vite après, j'ai vu notamment une petite jeune femme qui avait encore la vie dans ses pupilles et j'ai vu la vie s'en aller. Alors ça reste une affaire particulière. D'autant plus que le seul gardé à vue de la brigade criminelle qui ne devait pas se suicider s'est suicidé. Donc, et effectivement, le bateau a tangué ce jour-là. On a reproché énormément de choses à la brigade criminelle, notamment de ne pas menotter les gens. Or, c'est une tradition à la brigade criminelle, on ne menotte jamais les suspects, parce qu'on essaye justement de créer un certain climat avec eux. C'est plus finalement un confessionnal que... Et un interrogatoire, c'est pas 5 flics qui tournent autour d'un suspect et qui lui mettent des gifles, en tout cas chez nous. C'est 1, 2 personnes, dans une ambiance plutôt feutrée, dans un bureau calme, qui discutent avec quelqu'un. Et donc, pour bien discuter avec quelqu'un, il faut éviter de l'attacher, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Alors, parfois, ça peut donner ce genre de conséquences. Bon, il n'y a pas eu de conséquences pour le chef de la brigade criminelle, puisqu'il a pu... fort heureusement, montrer les 5 ou 6 rapports qu'il avait fait partir à l'attention de ses supérieurs pour qu'on nous mette des barreaux aux fenêtres, qui étaient tous restés lettres mortes. Donc ça laisse quand même... Mais par contre, on a eu des barreaux 2 jours après. 2 jours après, toute la brigade criminelle avait des barreaux. Donc là, ça ne pouvait plus se reproduire. Et puis, avant de partir en école de commissaire, c'était mon dernier week-end de permanence. Alors quand je dis permanence, c'est un terme inapproprié, puisque la brigade criminelle est un des rares services de police, un des seuls maintenant, qui conserve certains mots d'argot.
Alors ne me demandez pas pourquoi, mais on ne parle pas de permanence. Quand on est de permanence, on est de doublure. On dit je suis de doublure. Alors depuis des temps immémoriaux, on dit je suis de doublure. On n'est pas non plus saisi d'une affaire par le parquet, on dérouille. Alors dérouille par contre, j'ai l'explication. Dérouiller, c'est dans l'argot des voyous du début du XXe siècle. Une prostituée qui avait fait beaucoup de clients dans le week-end avait dit « j'ai bien dérouillé ». Donc voilà, nous dérouillons comme des prostituées, quand nous prenons une affaire, nous dérouillons. Voilà. Donc on entend ce genre de dialogue dans le « oui, je suis de doublure, j'ai bien dérouillé ». Enfin, voilà. Donc c'était donc ma dernière doublure à la brigade criminelle avant de partir à l'école de commissaire. Et j'ai dit, c'était le week-end du 14 juillet, j'ai dit, il va rien m'arriver le week-end du 14 juillet, tout est borduré, il y a des flics partout. Et donc Maxime Brunery a tiré sur Jacques Chirac. Et donc j'ai retardé mes congés annuels de 15 jours pour pouvoir terminer l'enquête. Et puis la dernière enquête qui a vraiment défrayé la chronique à laquelle j'ai participé, tout récemment, c'est l'enlèvement d'Ilan Halimi, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est ce jeune garçon juif qui a été enlevé par ceux qui s'étaient auto-proclamés le gang des barbares, et qui, pareil, garde un goût amer pour la brigade criminelle, puisque bien que nous ayons réussi à identifier et à interpeller tous les protagonistes de cette affaire, eh bien Ilan Halimi est mort. Et donc, bien entendu, ce ne sera jamais une réussite pour nous, parce que la première réussite, c'est d'arriver à sauver la personne. Donc, cette affaire, pour nous, reste en travers de la gorge. Mais elle nous a montré, cette affaire, les limites des techniques actuelles, des techniques scientifiques actuelles. On avait absolument, c'était une bande de voyous de banlieue, on avait, reconnaissons-le, aucun informateur dans les milieux des voyous de banlieue, puisque maintenant, il n'y a plus de milieu de banditisme. Et donc on a fait des investigations, mais très très poussées au niveau informatique. Les ravisseurs envoyaient des messages depuis les cybercafés, donc on a piégé un certain nombre de cybercafés, et on devait être alerté chaque fois que le ravisseur se connectait sur un certain site. À 3 reprises, nous sommes arrivés 1 minute, 2 minutes après son départ. La technique ne pouvait pas nous identifier tout de suite l'ordinateur au fin fond du cybercafé, du fin fond du 20e arrondissement. Donc là, on a vu aussi les limites de la technique moderne, sachant que ce genre d'investigation technique, c'est un combat permanent entre les progrès technologiques. Et après, nous, on essaye de s'adapter et de pouvoir intercepter certaines choses qu'on ne pouvait pas intercepter avant. Bon, voilà, pour ne rien nous cacher, maintenant, on a un gros problème, c'est avec les téléphones satellitaires. Le reste, ça va, mais avec les téléphones satellitaires, on a des problèmes. Bon, on y arrivera dans l'avenir, je pense qu'on y arrivera. Bon, je vous ai parlé de nos échecs, je vous ai parlé de nos victoires, je vous ai parlé des fondamentaux. Bon, j'espère vous avoir pas trop ennuyé avec mon propos. Et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers.